Donc, Maxime, pronom IL, accord épicène, est candidataire à la maîtrise en travail social à l'Université Laval. Son mémoire porte sur les personnes non binaires, à savoir les expériences ayant influencé la construction de leur identité de genre. Ses intérêts de recherche portent sur les communautés Two-Spirit LGBTQIA+, plus particulièrement sur les personnes issues de la pluralité des genres. IL cumule plusieurs années d'expérience au gris Chaudière-Appalaches et comme auxiliaire de recherche. Enfin, Maxime s'intéresse également au parcours de vie ainsi qu'à l'utilisation des approches axées sur les forces en contexte professionnel. Merci. Oui, on est rendu à débuter le timer. Ça s'en est, je pars ton PowerPoint et je te mets le temps. Et voilà. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Maxime Plante. En effet, je suis le pronom IL avec les accords épicènes. Je suis candidataire à la maîtrise en travail social à l'Université Laval, où mon mémoire est co-dirigé par Kevin Lavoie, qu'on a entendu ce matin, et Annie Fontaine. Et l'objectif de mon mémoire est d'explorer les expériences associées à la construction d'identité de genre de jeunes adultes non-binaires. Aujourd'hui, l'objectif est de se concentrer, d'explorer certaines des répercussions que les jeunes adultes non-binaires du Québec associent au fait de vivre à l'intersection d'autres identités sociales minoritaires et ou marginalisées. Dans le cadre de mon mémoire, je procède à une analyse secondaire de données qui ont précédemment été recueillies par le projet de recherche Savoir sur l'inclusion et l'exclusion des personnes LGBTQ, qui est dirigé par Martin Blais, Isabelle Côté et Lénie Chamberlain. Étude qui est réalisée auprès d'adultes LGBTQ résidant au Québec. Dans le cadre de mon mémoire, je suis venu retenir l'ensemble des entrevues qui avaient été réalisées auprès des adultes LGBT, des adultes non-binaires âgés entre 18 et 29 ans. Il y en avait 15. De ce nombre, 11 avaient été assignés femmes à la naissance et 4 avaient été assignés garçons à la naissance. Les personnes ont réalisé 2 entrevues pour une durée totale moyenne de 3h10. Entrevues qui se sont déroulées entre août 2018 et avril 2020. Alors, j'aimerais présenter une première intersection, un premier entrecroisement, celle avec les origines ethno-culturelles. Dans le cadre de l'échantillon auquel j'avais accès, j'ai pu bénéficier des efforts produits par le projet Sa vie LGBTQ qui avait consciemment désiré diversifier son échantillon, qui s'est répercuté dans mon sous-échantillon. De fait, 60% des personnes des 15 personnes décrivaient leur origine ethno-culturelle comme autre que québécoise. Donc, ça pouvait être européenne, asiatique, latino-américaine ou autochtone. Et cette intersection-là est venue, dans bien des cas, générer des tensions identitaires face à la construction de l'identité de genre. Donc, une tension entre la culture québécoise prédominante et l'héritage culturel. Différentes personnes ont mentionné que la diversité sexuelle et la pluralité des genres dans leur héritage culturel étaient soit absentes, considérées comme une maladie ou comme une décadence occidentale, et où qu'on pouvait y trouver des rôles de genre plus stricts. En même temps que les gens disaient ça, certaines personnes ont aussi mentionné que, par contre, vivre une frustration, un peu comme ce qui a été mentionné précédemment, que l'ensemble des familles migrantes soient toutes considérées comme LGBT-phobes. Par ailleurs, il y a aussi certaines répercussions qui ont été associées à la colonisation, telle l'occidentalisation des identités utilisées pour se décrire, tel que ici le mentionne Félicia, une personne non-binaire et lesbienne de 22 ans, qui mentionne pour les personnes racisées, notre identité en lien avec la sexualité et les genres, on dirait qu'il y a toujours cette impression-là que ça vient d'un milieu occidental. On est blanchi, occidentalisé,
il n'y a pas de terme pour nous qui viennent de langue non occidentale pour pouvoir nous définir. De façon similaire, il y a aussi Mekina qui présente un contraste un contraste entre la bispiritualité et la culture québécoise prédominante et qui a pu limiter l'affirmation de son identité bispirituelle. À ce propos, Mekina mentionne beaucoup de Québécois ont rejeté la religion. Moi, j'arrive avec la spiritualité. Des fois, ça bloque un peu. Mais la spiritualité autochtone, c'est pas comme une religion, c'est partout, c'est tout. Mon identité est liée à ma spiritualité. Face à ce contexte-là, face à ces contraintes-là, différentes personnes ont désiré s'émanciper de ces contraintes-là. Tel Mekina, qui mentionne qui se voit comme étant en décolonisation de son genre. D'autre part, certaines personnes ont voulu soit se créer ou se réapproprier certains termes pour décrire leur identité de genre. Telle une personne dans l'échantillon qui mentionnait décrire maintenant son identité de genre comme Marimacha. Marimacha, cette personne-là mentionnait que c'était une insulte espagnole qui serait typiquement utilisée pour décrire soit une femme masculine ou une femme lesbienne. Cette personne-là s'est réappropriée cet terme-là un peu de la même façon que queer a pu être réapproprié. Autre intersection que j'aimerais présenter, c'est celle entre être à la fois issu des minorités sexuelles et de la pluralité des genres. Des données, donc je répète, là, mais ce que je présente aujourd'hui, c'est des résultats préliminaires, je suis encore en analyse dans le cadre de mon mémoire. Des données émergentes soulèvent que les personnes non-binaires sont rarement hétérosexuels. Par rapport à notre contexte là, plus proche, j'ai trouvé ces deux statistiques-là, seulement entre 2 et 9 qui s'identifiaient comme hétérosexuels. Contexte qui s'est reflété dans l'échantillon auquel j'avais accès. De fait, l'entièreté des personnes, aucune personne s'identifiait comme hétérosexuelle. La totalité, donc, était issue des minorités sexuelles. Et 66 les 2 tiers, décrivaient leur orientation sexuelle dans des termes non binaires. Là, je mets des grosses parenthèses. Par des termes comme pansexuel, queer, bisexuel ou bispirituel. Cet entrecroisement-là c'est vraiment le cas de dire entrecroisement parce que dans les propos, c'est vraiment venu teinter le récit que les personnes faisaient de leur construction identitaire. De fait, il était mentionné que ça pouvait complexifier l'identification et de son identité de genre et de son orientation sexuelle. Que ça pouvait impliquer 2 affirmations identitaires. Souvent, les gens avaient affirmé, avaient communiqué ou leur orientation sexuelle avait été découverte bien avant l'identité de genre. Donc, ça impliquait 2 processus avec les défis qui peuvent s'accompagner de ce vécu-là. Certaines personnes affirmaient moins à certaines personnes parmi ces jeunes non-binaires-là, affirmaient moins parfois leur identité de genre lorsque l'orientation sexuelle avait précédemment été mal reçue, mal acceptée par l'entourage. D'autre part, il pouvait se vivre un chevauchement d'invalidation. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, 66 identifiaient leur orientation sexuelle dans des termes non-binaires. Donc, ça faisait dire, non, t'es pas sexuel, t'es pas pansexuel, c'est juste une passe. À un moment donné, tu vas te brancher. Et en même temps, ou à d'autres occasions, on pouvait aussi se faire dire, mais non, t'es pas non-binaire, ça n'existe pas, ça, la non-binarité. En somme, les personnes, ce qui se dégageait de ces propos-là, c'était que les personnes étaient à l'intersection de l'hétéronormativité et de la cisnormativité et des systèmes normatifs et d'oppression qui les accompagnent, notamment au niveau de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre,
mais aussi de l'expression de genre et des rôles de genre, réalités qui seront mieux illustrées par les prochains extraits. Parmi les personnes de l'échantillon, les personnes qui avaient, je fais une mini aparté, les personnes qui avaient une expression de genre plus androgyne, non conforme à nouveau avec des gros guillemets, étaient particulièrement susceptibles d'avoir rapporté vivre des discriminations importantes, c'était parfois difficile à lire, nommément au niveau de l'orientation sexuelle qui était invalidée selon l'expression de genre. Telle Fanny, personne trans non blanc et queer de 24 ans, comment ça, je me suis fait dire toute ma vie que ce serait humiliant, surtout pour un gars, que de partager sa sexualité avec moi. D'autre part, à une autre occasion, Fanny est allée à un party, puis s'est fait draguer par un homme qui a décrit ayant une expression de genre féminine. Fanny mentionnait que c'est sa principale attirance. Fanny, qui est une personne assignée femme à la naissance, mentionnait être principalement attirée par des hommes avec une expression féminine. Au loin, à ce party-là, il y a un inconnu qui s'est exclamé en les voyant. « Check le gars, il trouve la lesbienne, qui couche avec des gars gays. » Dans cette phrase-là, il y a je perçois multiples invalidations. Enfin, par ailleurs, un résultat que je ne m'attendais pas de trouver, puis que les gens parlaient beaucoup, c'est un inconfort face au rôle prescrit dans les relations intimes, qu'elles soient sexuelles et ou romantiques, devait représenter une forme de prison, comme le mentionne May, personne non blanche et queer de 23 ans, qui dit « Je me sens beaucoup forcé de rester dans le placard dans des relations hétéros. Je me sens beaucoup confiné dans une espèce de rôle dans lequel je suis juste pas vrai. Même dans des relations avec des filles, j'avais l'impression d'être confiné dans un rôle. » Plus loin, par ailleurs, May mentionne que elle voulait plutôt être dans des relations queer égalitaires où les rôles n'étaient pas déterminés selon l'identité de genre ou l'expression de genre. J'arrive déjà à la fin de la conclusion. J'ai à peine abordé certaines intersections. À défaut de pouvoir en présenter plus, j'avais envie de vous offrir certaines peut-être suggestions de recherche, des éléments qui ont aussi été relevés par les personnes interviewées, tels que les personnes qui désiraient et ou vivaient dans des relations non monogames et ou polyamoureuses, et qui étaient aussi non-binaires et issus des minorités sexuelles, rapportaient des oppressions, des exclusions particulières. La relation au sexisme, puis dans mon échantillon, c'était beaucoup par rapport à la misogynie qui s'était relevé, que la misogynie avait contribué à générer des inconforts, des tensions identitaires, puis des questionnements face à l'identité de genre. Puis je présume que dans d'autres échantillons où il y aurait une meilleure parité, que j'aurais trouvé plus de propos aussi par rapport à l'androgynie. Enfin, une dernière intersection qui pourrait être explorée aussi, c'est celle avec les violences sexuelles. Plusieurs personnes dans l'échantillon rapportaient avoir vécu des violences sexuelles. Donc, je me dis que ça pourrait aussi faire partie des intersections qui pourraient être étudiées. Je tiens à remercier, vous voyez les deux références que j'ai mentionnées. Je tiens à remercier la contribution de partenaires et je vous invite à communiquer avec moi par courriel ou par LinkedIn pour toute question. Merci.